Mwen konen yon kote nan fon wè, mwen kote si wale ou arete. Mwen konen yon kote jouk nan wè, yon kote si wale ou arete. Genye lò, genye rive koule, genye flè, genye bel moun, genye danse yon balou. Ak tambou, genye flè. Mwen konen yon kote nan fon wè, yon kote si wale ou arete. Mwen konen yon kote jouk nan wè, yon kote si wale ou arete. Genye lò, genye rive koule, genye flè, genye bel moun, genye danse yon balou. Ak tambou, genye flè. Genye flè. Jou leve, jou couche, on ale nan fon wè. Jou leve, jou couche, on ale nan fon wè. Genye lò, genye rivière koule, genye flè, genye bel moun, genye danse yon balou. Ak tambou, genye flè. Genye flè. Genye flè. Genye flè. Merci à Mélissa Lavo qui pose sa guitare et qui nous rejoint sur le plateau de Mediapart. Je présente à l'écran votre album qui sort, Radio Sewell. Alors radio pour une transmission qui peut se perdre et Sewell parce que c'est une petite prune qu'on trouve dans les montagnes d'Haïti. Alors je vais vous poser une question sur le titre que vous venez d'interpréter qui nous plonge au cœur du projet de cet album, puisqu'il a été écrit par un certain Franz Caseus, j'espère que je ne me trompe pas, qui a vécu toute son adolescence pendant l'occupation américaine d'Haïti. Alors, vous avez des origines haïtiennes par vos parents, mais pourquoi cette période-là de l'occupation américaine Peut-être nous redire d'abord quelle période c'est et ensuite pourquoi. Donc de 1915 à 1934, les marines américaines sont arrivées sur la moitié d'île d'Haïti pour l'occuper. Ils ont piqué la trésorerie et ils ont installé un président faux qui faisait un peu tout ce qu'il leur demandait. Et ils ont changé carrément des lois afin de devenir propriétaires de terres haïtiennes. Et Haïti, pour le rappeler, est le premier pays indépendant, la première république noire, la première république indépendante de l'esclavage. En 1804, en 1804, à la suite de la Révolution française. Exactement. Donc 110 ans plus tard, les Américains ils arrivent parce que dans la constitution haïtienne, on ne peut pas être propriétaire de terres haïtiennes sans se déclarer haïtien.
Et les Américains n'ont pas envie de se déclarer haïtiens. Ils ont juste envie d'avoir des terres. Et du coup, ils font cette occupation-là. Ils ont aussi peur que Haïti tombe dans les mains du socialisme, du communisme. Ils ont peur d'un pays noir qui s'enrichit tranquillement sans faire de grandes histoires. Et du coup, moi, je me suis préoccupée parce que je me suis dit, c'est intéressant. C'est arrivé il y a 100 ans. On n'en parle pas. C'est quelque chose, une occupation militaire est quelque chose qui arrive à pas mal de pays. Il y a pas mal de pays qui peuvent discuter, dialoguer par rapport à leurs occupations respectives. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a environ presque 200 bases militaires américaines dans des pays en dehors des États-Unis et aucune base étrangère sur le sol américain. C'est quand même intéressant. Donc, je disais que c'était pertinent de sortir cet album à ce moment-ci. Alors, il y a ça, et puis il y a évidemment votre histoire personnelle, puisque je l'ai dit, vos parents sont nés à Haïti, sont natifs de l'île, ils ont fui la dictature de Duvalier à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce folklore haïtien que vous réinvestissez dans cet album, c'est pas vraiment par eux, si j'ai bien compris que vous l'avez découvert. Non. C'est par d'autres voix. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Mes parents ne sont pas du tout musiciens. Mes parents sont des enseignants. Ma mère est orthopédagogue. Mais moi, je me suis intéressée à la musique. Du coup, pour ce projet qui est très historique, qui parle des droits des Haïtiens, je ne me sens pas assez académicienne pour pouvoir en parler de manière plus concrète. Mais par contre, je peux m'intéresser aux chansons parce que je suis musicienne, je suis auteur, compositeur, interprète. Et moi, je m'intéresse particulièrement aux manières que les gens ont eu de choisir des chansons. Les Haïtiens, régulièrement, ils ont pu choisir des chansons pour exprimer leur mécontentement par rapport aux choses. Et chaque chanson a une chanson folklorique ou une chanson traditionnelle. Elle a sa valeur très spécifique dans la manière dont elle est chantée, dans la manière dont elle est utilisée pour revendiquer quelque chose. Et je trouvais ça super intéressant. C'est pas unique à Haïti, mais par contre, Haïti, ce sont des origines. Et du coup, le créole, c'est une langue que je comprends. Après ça, il y avait tellement de messages subliminaux dans les textes que j'ai dû faire un peu de recherche, d'appeler des amis, d'appeler d'amis. Et je suis partie en Haïti justement pour poser des questions. C'était la question que j'allais vous poser sur comment vous avez redécouvert ces chansons-là et surtout, non seulement comment vous les avez découvertes, mais comment vous les êtes appropriées, puisque la version qu'on entend là, à la guitare électrique, j'imagine que ce n'est pas la version d'origine telle qu'on pouvait l'entendre. Non, parce que Franz Cassius, un guitariste classique avec des guitares en nylon, il n'y a que des cordes en nylon et moi, je joue la guitare électrique. Je ne me sentais pas légitime de reprendre des chansons vraiment à la manière dont... Parce que je n'ai pas grandi en jouant de la musique folklorique haïtienne, je n'ai pas grandi en jouant du compas ou du rara ou de la musique racine. Toutes les musiques haïtiennes qui existent. Par contre, j'ai grandi en écoutant de la folk et du rock des années 60, de la collection de mon père. Et je me suis dit, je pourrais les reprendre à ma sauce. Par contre, j'aimerais quand même rentrer en Haïti pour découvrir un peu comment ces chansons elles ont pu s'établir, qui les a reprises et quels sont les petits mots que je ne comprends pas, parce que certains mots en créole sont tellement anciens, qui sont un créole qu'on n'utilise plus nécessairement. Donc j'ai dû demander à des gens comme James Germain, qui est un chanteur haïtien hyper connu, beaucoup de chants lyriques et beaucoup de chants traditionnels. J'ai demandé à des cinéastes, j'ai demandé à pas que des musiciens, mais vraiment des gens qui connaissaient. La seule personne que je n'ai pas pu interviewer, c'est deux personnes, deux grands-mères, donc ma propre grand-mère, Marie-Antoinette Blémur, et qui est décédée juste après mon retour d'Haïti, et Emeraude de Pradine, que je reprends dans cet album. Et je reprends aussi une chanson de son père, donc je reprends une chanson à elle, mais aussi à son père, qui s'appelle Angelico, qui vraiment est la chanson qui a été écrite pendant cette occupation, qui parlait directement des Américains, mais de manière tellement subtile qu'ils n'en sont même pas rendus compte. Et quand vous êtes arrivé là-bas, je disais dans la documentation sur votre album que vous avez commencé par une médiathèque, en gros, pour découvrir ces chansons-là. Oui, par recommandation de la cinéaste Anne Lescaut, qui habite à Paris, qui est haïtienne, franco-haïtienne. Et elle a dit, il faut que tu ailles absolument à la Focale. Je me suis dit, bon, j'irai à la Focale et tout. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que les gens, ils avaient déjà commencé à
partager mon album de manière illégale. Et du coup, personne ne me connaît de L'album visage. précédent, alors. Les albums précédents. Du coup, personne ne me connaît de visage, mais les gens connaissent mon nom. Et je me suis présentée à la focale, je me suis dit bonjour, je cherche Babette, Isabelle Pierre-Louis, qui est la gérante. Et les gens me regardent, genre, vous n'avez pas rendez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle Mélissa Lavo. Et c'est comme, ah, par ici! Et c'est carrément, il y avait un tapis rouge qui s'est défoulé. Qui s'est déroulé. Et on m'a super bien accueillie. Et Babette est descendue tout de suite. Et on m'a donné des tonnes de livres. Et quand je suis rentrée en France, on m'a encore donné des tonnes de livres. On m'a envoyé à travers telle personne qui voyageait un truc. Ou bien quelqu'un d'autre a dit, ah, il faut que tu croises telle personne. Elle a un message à te donner. Du coup, c'est comme du bouche à oreille. Et depuis la sortie là, de Radio Sewell, est-ce que vous avez des réactions de gens sur place qui vous ont aidé, qui vous ont fait des retours? Oui et non. J'ai des réactions de gens qui me soutiennent déjà. Donc, James, je le considère comme presque un parrain musical, un parent musical aussi. Et lui, il est super content, il m'a vu jouer. Par contre, en Haïti, pas encore. Et c'est pour ça qu'on va essayer de faire un documentaire avec les réactions de musiciens haïtiens sur l'île. Oui, j'imagine que vous allez jouer là-bas. Oui, je vais jouer là-bas le 20... autour de la fête de la musique. J'ai 2 concerts à Port-au-Prince prévus cette année. Et je lisais dans la confection de l'album, puisqu'on rentre un peu dans la fabrique de ce disque, il a été enregistré en seulement 5 jours. C'est très très court pour enregistrer un disque. Pourquoi ce choix-là? Parce que l'industrie de la musique. C'est vrai, c'est des questions vraiment d'argent. Oui, c'est des questions d'argent. Non, mais c'est intéressant. C'est aussi c'est la fin du disque. Après ça, ce sont aussi des chansons particulières. Ce sont des chansons qui sont souvent des ritournelles. Souvent, les mélodies, elles sont assez répétitives. Et j'avais envie d'avoir un sentiment de live et de quelque chose de vivant qui respirait. Du coup, j'avais pas envie qu'on soit sur le dernier enregistrement qu'on avait fait, qui était on a enregistré sur 2 mois, on a pris de temps vraiment au millimètre près. Et là, je me suis dit, pour que ça respire plus et pour que les gens se sentent plus à l'aise, comme si c'était présent dans le studio, il faudrait vraiment que ça ait le son de... il y aura des imperfections un peu partout. Il y en a un peu trop, à mon avis, mais qu'il y en ait un peu partout, comme ça les gens ils se sentent vraiment à l'aise et présents en fait. Et du coup, on a pris genre 2 ou 3 prises par chanson. D'accord, donc alors 5 jours contre 2 mois pour le précédent, un album tout en créole alors qu'avant vous chantiez en français et en anglais puisque vous parliez les 2 langues au Canada. Il y a un peu d'anglais dedans. Il y a un petit peu d'anglais, mais du coup la question c'est, est-ce que c'est un album que vous sentez un peu comme une rupture ou au contraire, est-ce que vous vous rapprochez de l'identité musicale que vous cherchez à avoir? Je vois ça pas du tout comme une rupture parce que je pense que j'ai toujours été influencée par la guitare haïtienne. Ouais. J'ai toujours été influencée par les rythmiques haïtiennes. Je reste influencée par la musique rara, même si ça s'entend de manière très subliminale quand on écoute ma musique et que je n'aurai jamais la brillance de musiciens, de bandes à pied haïtiens lors du carnaval. Je trouve que c'est des groupes qui ont une sorte de pur génie musical parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et les enfants apprennent à le faire dès l'âge de 2 ans. Oui. Et moi, je n'ai pas eu cette chance. Oui, vous arrivez trop tard. Mais j'arrive beaucoup trop tard. Mais je reste fascinée. Et ce sont toujours des musiques, ce sont toujours des rythmiques, des mélodies super singulières qui influencent ma musique. Donc, pour moi, c'est une continuation. On entend toujours la guitare électrique qu'on entend sur Dying is One Night, le dernier album. Par contre, sur Radio Sewell, je suis sur une guitare suédoise. Donc, on est vraiment sur un album world music où guitare suédoise, un guitariste trinidadien, des chansons haïtiennes, des musiciens français. On part un peu partout. D'accord, oui, parce qu'il faut rappeler quand même que le premier album, c'est 2008, donc ça fait quand même 10 ans que... Premier album, c'est 2008. Deuxième album, c'est 2013. Donc, à tous les 5 ans, je ponds quelque chose. D'accord. Et il y a une autre chose que je lisais dans un portrait qui a été fait de vous par Libération, où vous racontiez qu'après ce séjour en Haïti, où vous avez travaillé ces musiques-là, vous aviez un projet, je ne sais pas si on peut en dire quelques mots, de réinvestir une partie des recettes de ce disque-là, dont on parle, pour aider les femmes musiciennes à Haïti. Oui. Et pour quelles raisons? D'abord, quel genre de difficultés elles rencontrent et voilà, comment vous souhaitez vous y prendre? Tout à fait. Quand j'étais en Haïti en 2016, du coup, j'ai croisé avec certaines musiciennes et je demandais si c'était cool, si les choses se passaient bien.
Et déjà, il y a pas beaucoup, il y a presque plus de maisons de disques qui sont sur l'île. En général, elles sont plutôt, elles sont haïtiennes, mais elles sont à Miami aux États-Unis ou bien en France ou en Europe. Donc c'est assez difficile de démarcher ou pour trouver une maison de disques pour soutenir son travail. Et après ça, j'avais énormément d'échos par rapport à l'harcèlement sexuel ou l'agression sexuelle en milieu de studio, dans le spectacle. Et je me disais aussi, la meilleure, c'était vachement parallèle aux expériences que moi j'ai eues ou celles de mes amies qui sont musiciennes au Canada et aussi en France. Et je me suis dit, ce serait dommage de ne pas faire quelque chose parce que si moi j'ai énormément de visibilité avec cet album, c'est presque pas juste parce qu'il y a pas mal de chanteuses et de musiciennes qui reprennent ces chansons, qui reprennent ces musiques depuis super longtemps et elles n'ont pas la couverture médiatique que j'ai. Et parce que je suis afroféministe et parce que je crois beaucoup aux mots de Audre Lorde et de d'autres afroféministes, I am not free until everyone is free. Donc je ne suis pas libre tant que les autres ne sont pas libres. Et je ne tolérerais pas que j'aurais autant d'opportunités et de privilèges si d'autres musiciennes haïtiennes qui sont dans la même situation que moi ne les avaient pas. Donc j'espère de trouver une manière d'utiliser ces fonds. Alors, une partie des recettes, ça va être compliqué vu qu'on est sur des relectures, des chansons traditionnelles, de bandes publiques, etc. De trouver une partie des recettes pour les reverser. Comme ça, des musiciennes haïtiennes, elles auront qu'à demander, elles ont dit, ben, moi j'ai envie de créer un home studio. D'accord, voici de l'argent, prends-le, fais ce que tu veux avec. Pour devenir plus autonome. Pour devenir plus autonome, sans avoir une sorte de poigne un peu patronisante, disant non, il faut faire comme ci, cela, cela. Et je sais que déjà Marc Ribot, qui était l'étudiant de Franz Cassius, a déjà une fondation pour des élèves en musique, mais j'ai demandé et c'est majoritairement des garçons. Il n'y a pas de filles. D'où votre projet alors. D'où mon projet. Il y a toute sa pertinence. Exactement. Alors maintenant, je suis désolé, on va poser une question un peu plus frivole. J'aimerais qu'on écoute ensemble un extrait sonore d'un des précédents albums. Alors, tout le monde aura reconnu le fameux Crazy in Love de Beyoncé. Alors, je dois dire qu'on a dans la rédaction une fan absolue de Beyoncé qui a déjà pris ses tickets pour aller la voir en concert. Faïda Zerwala, pour ne pas la nommer, qui est très ravie du coup de votre venue pour votre musique et aussi parce que vous avez repris Crazy in Love. Alors, j'ai une question toute simple. Est-ce que Beyoncé a entendu votre version? Est-ce que vous le savez? Je pense que oui, en fait, et parce que on avait une amie en commun qui est maintenant décédée. Elle s'appelle Yasra, qui était une de ses photographes de la tournée. Et Yasra, c'est à travers un des réalisateurs qui a réalisé les clips pour Dying is Wild Night. J'ai envie de citer tous les noms de tout le monde comme ça, une name dropper. Et Yasra a fait écouter ma reprise quand elle l'a entendue juste avant de mourir, ce qui est vachement beau. Elle est décédée d'un cancer de la gorge. Très rare. Et Beyoncé l'a écouté. Après ça, je n'ai pas eu de retour vu que notre interlocutrice. La seule personne qui vous reliait malheureusement est décédée, à cette donc vous ne connaissez pas la réaction. Je ne sais pas sa réaction. Mais vous savez qu'elle l'a je sais qu'elle l'a entendu. Qu'elle l'a entendu, c'est déjà pas mal. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on dise un mot de la chanson que vous allez, par laquelle vous allez conclure ce live, une chanson qui s'appelle Tolalito. Et c'est une chanson dont vous dites vous-même qu'elle a un côté coquin. Et je crois qu'on y entend les paroles suivantes. « J'ai rêvé que tu étais une bicyclette et je t'ai monté toute la nuit. » Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le contexte et la référence de cette chanson, de ces paroles? D'accord. Avant tout, j'aimerais donner comme idée que Radio Sewell, c'est une sorte de narration, en fait, sur comment moi j'imagine que s'est passée la résistance de cette occupation, par rapport à cette occupation. Et moi, j'ai choisi pas mal de chansons folkloriques qui représentaient l'esprit haïtien. Après ça, je savais que les soldats américains ont vachement essayé d'écraser
la morale, mais aussi essayer d'écraser le vaudou. Parce que le vaudou était considéré comme une religion satanique, etc. Et ça les dérangeait vachement parce qu'ils étaient assez puritains. Dans le vaudou, une religion qui est assez moderne, qui accepte des personnes de plusieurs genres, des personnes trans, etc., dans la religion. Après ça, je ne parle pas pour le reste de la société, dans la société, mais dans la pratique de la religion, les personnes sont acceptées. Et notamment la sexualité, pas seulement l'expression du genre, mais aussi la sexualité. Ouais. Et du coup, j'ai choisi... Différentes orientations sexuelles sont intégrées dans le vaudou. Exactement, mais aussi la sexualité, juste ouais. Quelqu'un qui aime sa sexualité, qui assume. Et moi, je trouvais ça tellement incroyable que de trouver une chanson que mes parents me faisaient écouter quand j'étais plus jeune tout le temps, que je ne comprenais pas, qu'une chanteuse chantait des chansons traditionnelles haïtiennes, ça parle des fois de cul. Et que c'est quelque chose qui fait partie de la culture haïtienne, c'est quelque chose que les Américains n'ont pas réussi à écraser entièrement. Surtout pas dans le vaudou, en tout cas pas dans le vaudou. Je ne sais pas pour le reste de la société ou de la culture. Je ne vais pas trop parler de mes parents non plus. Mais pour moi, c'était une manière de célébrer cette occupation. Célébrer cette résidence. La résistance à l'occupation américaine. À l'occupation américaine. Parce que, justement, les gens, c'est une sorte de méfiance et dire oui, et voici ce que je suis, et alors, et d'en être fier. Et du coup, cette chanson, elle est hyper coquine et j'en suis super fière. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. Je vais vous laisser regagner l'espace chanson qu'on a créé pour ce live. Donc pour ce dernier titre, Tolalito. Alors oui, prenez cette bouteille, n'hésitez pas. Ça me laisse le temps à moi de rappeler 2-3 petites choses. La première, c'est que nous avons une offre à Mediapart spéciale pour les 10 ans. Donc 10 mois, 10 euros. Donc voilà, il faut en profiter. Mediapart Live est en accès libre, y compris si vous n'êtes pas abonné. Mais si vous voulez découvrir davantage le journal et le soutenir, eh bien, il y a cette offre-là qui court, je ne sais plus jusqu'à quand, mais jusqu'à la fin de la semaine, je pense, pour les 10 ans. Et puis, vous dire aussi que comme Mediapart Live est en hebdo, on se retrouvera aussi mercredi prochain, donc le 21, la veille du 22 mars, qui est la journée d'un mouvement social, mais aussi une journée anniversaire de mai 68. Et donc, on aura un grand plateau spécial consacré à mai 68. Voilà, je crois que j'ai tout dit et que Mélissa Lavo est prête donc pour son dernier album, Radio Sewell. Et je vous laisse la fin de l'émission. Yes, we feel it. Tunanito lalito, tunanito lalito. Lulu. Yes, we feel it. Tunanito lalito, tunanito lalito. See, my conversion. See, my conversion. Yes, when we feel it, tunanito lalito, tunanito lalito. Yes, when we feel it, tunanito lalito, tunanito lalito. Oh, see, my bamba, see, my bamba, hey, killing dolly.
Last night I had a dream. You a bicycle, you a bicycle. Last night I had a dream, and I wrote you. You said that you see my face. See my face. Dolalito,